bien, rebonjour. Vous le savez, la salade est le produit à l'honneur de cette 8e édition de Medfel. Donc nous consacrons 2 débats à ce produit, celui-là et celui qui viendra après. Pour commencer, j'accueille Christian Hutin du département produits et marchés du CTFL, le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, et Eric Testu, producteur de salade et qui représente l'association des légumes d'hiver. Et Christian Hutin va nous présenter une étude consommateur sur la salade qui est toute fraîche, c'est même la première fois qu'elle est présentée. Donc c'est une primeur pour Medfel 2016. Et Eric Testu et moi-même, nous réagirons au fur et à mesure de ce qui est énoncé. Alors Christian, déjà le contexte dans lequel cette étude a été décidée et réalisée, et puis je vous laisse présenter les résultats qui seront affichés sur l'écran au fur et à mesure. Merci beaucoup. Donc effectivement, cette étude a été initialement demandée par Belle Salade de Provence et puis portée ensuite par Légumes de France. Et donc l'objectif c'était de faire un panorama assez général du marché de la salade. Donc une première partie concernait tout ce qui a trait au marché international et une deuxième partie s'intéressait plus spécifiquement au marché français, donc la perception des distributeurs et ensuite l'analyse des achats des ménages et aussi les attentes des consommateurs. On peut dire déjà, pardon, qu'elle avait été commandée et en partie réalisée avant la crise conjoncturelle que la production a connue cet été. Il faut le déconnecter complètement, de ce moment-là. Là, il s'agit vraiment d'une étude visant à dégager les tendances de fond du marché de la salade et de la perception des acteurs de cette filière. Hein. Tout à fait. Donc, si on me permet d'avancer, de mettre en route le diaporama. Voilà, d'accord. Alors, je vais un peu vite. Voilà. Donc, la première partie de l'étude, comme je l'ai dit, concernait la perception des distributeurs. Et on a fait également un certain nombre de relevés en magasin pour voir un peu l'état de l'offre, à la fois quantitative et qualitative des salades à 2 périodes de l'année, au printemps et en hiver. Globalement, si on interroge les distributeurs sur leurs sentiments sur la tendance générale du marché, qu'est-ce qu'ils nous disent? Bon, ils nous disent d'une part que pour les salades classiques, alors je mets là-dedans notamment les laitues, les feuilles de chêne ou Batavia. Pour ces salades classiques, donc pour eux c'est un marché mature qui évolue assez peu quantitativement. On verra par la suite avec des données plus précises de notre panel qu'il y a quand même une légère baisse d'achat de ces types de salades. Par contre, ce qu'ils ont observé dans la période récente, c'est que la montée en puissance, notamment des cœurs de sucrine, qui en volume pour eux, en gros, se situe presque au niveau de la mâche. Donc, ce qui signifie que ce type de salade, maintenant, prend une place relativement importante dans les rayons. Un marché des chicorées, lui, qui est plutôt en perte de vitesse. On verra des chiffres qui le confirment. Et puis, quant aux nouvelles gammes de salades, notamment les jeunes pousses, c'est un marché qui s'est développé, mais qui, pour eux, semble, pour le moment, atteindre une sorte de vitesse de croisière. Alors, Eric Testu, ce premier résultat, c'est quelque chose qui vous surprend, auquel vous attendiez? Vous avez une première réaction sur ce point? Première réaction, on s'y attendait vraiment. On voit en magasin de plus en plus de salades préemballées, en petit volume. Il faut être réaliste, on a de plus en plus de familles monoparentales, de personnes seules. Donc c'est normal qu'il y ait cette tendance de marché qui s'approche. Christian, oui. Continuez. Alors, ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que ce que nous ont dit les distributeurs, c'est effectivement, comme vient de le dire Eric Testu, c'est que pour eux, l'innovation, elle est portée plutôt à la fois par ces salades préemballées ou les jeunes pousses, les salades à couper en général, d'une part. Et à la question de l'identification des différentes origines, effectivement, j'y reviendrai après quand je parlerai des consommateurs. Ils reconnaissent une certaine difficulté à identifier les origines pour les consommateurs.
mauvaise identification des références, et d'une part, pour certaines catégories de salades, ils estiment que les différentiels de qualité ne justifient pas parfois les différentiels de prix qui sont pratiqués. Donc, alors, en matière d'approvisionnement, ces distributeurs, bon, ils nous disent qu'en règle générale, ils privilégient les approvisionnements locaux. Alors, bon, le local peut avoir différentes significations. Hein, bon, c'est au moins français. Après, effectivement, il y a une différence bon, qui est connue entre la période hivernale et la période estivale. Hein. En période estivale, effectivement, la grande distribution privilégie l'approvisionnement de proximité, hein, parce que, nous disent-ils, on a un gain en matière de fraîcheur, on a une plus grande réactivité des producteurs en matière de réapprovisionnement du rayon. Donc ça, ce sont des avantages majeurs qui justifient cet approvisionnement de proximité. Après, en hiver, effectivement, ça va être des origines plus lointaines, mais bon, qui quand même en grande majorité restent de l'origine française, du sud-est de la France. Donc de l'origine France, mais peu mise en avant. Alors voilà, effectivement, c'est de l'approvisionnement local, mais souvent peu mis en avant, et donc qui n'apparaît pas évident aux yeux des clients, quoi, hein, parce que, à quelques exceptions près, si parfois quand même on peut par exemple communiquer sur l'identité du producteur qui fournit le rayon, mais c'est pas la majorité des cas, au contraire, quoi. Éric Testu, Interfel, l'interprofession française des fruits et légumes, a lancé en octobre dernier le logo Fruits et légumes de France. On peut imaginer qu'il soit appliqué sur les salades et pourquoi pas salade de France? Pourquoi pas, c'est quelque chose à envisager, c'est pas un souci. Le seul souci qu'on a, je ne sais pas si ça ressortira dans l'enquête, la salade en sachet, vu que l'origine n'est pas précisée, les gens lisant Bonduelle, Crudette ou Florette croient que c'est un produit français tout en n'étant que du produit d'importation. Je tiens à le souligner. On y reviendra peut-être. Alors, plus spécifiquement sur les critères de choix, bon, ils mettent en avant la qualité du bordurage, l'absence d'oxydation du trognon, brillance, propreté, tenue. L'aspect visuel, qualité visuelle des produits est essentielle. Parce que, rappelle-t-il, la salade, c'est quand même le vecteur numéro 1 d'image fraîcheur du rayon. Et donc, d'où l'importance d'avoir un rayon de salade de belle présentation. Alors, sur quelques aspects plus particuliers, bon, ils nous ont également fait un certain nombre de remarques. Bon, ils ne sont peut-être pas dans l'ordre d'importance, mais si je prends la question des salades biologiques, salades bio, alors, bon, quand on regarde, d'après les informations qu'on a, à peu près le volume, la part de marché des salades bio sur l'ensemble du marché de ces salades, c'est de l'ordre de 6% à peu près, ce qui est en gros dans la moyenne des légumes. Il y a certains légumes où c'est plus, par exemple la carotte, on est auprès de 8% par exemple. Ceci dit, les distributeurs généralistes en particulier ont mis en avant quand même un certain nombre de difficultés à promouvoir la salade bio. Notamment, il faut qu'ils soient en mesure de l'identifier par rapport à la salade conventionnelle. Et cette salade bio, donc il faut l'emballer, ce qui peut nuire à l'image qu'attend d'une salade bio un consommateur, quoi, qui veut ce qu'il appelle un produit naturel entre guillemets. Donc voilà, le fait de devoir emballer, ça peut être un frein. D'une part, et donc c'est la contradiction qu'on retrouve pour la quasi-totalité des fruits et légumes frais en bio. Tout à fait, exactement. Et donc il y a cette contradiction entre la nécessité de préemballer et l'image que doivent véhiculer ces produits. Après, alors on a évoqué avec eux également la question des promotions. Bon, sujet hautement sensible s'il en est, puisque bon, on sait que la salade, c'est un marché très conjoncturel, avec des variations d'offres et de demandes importantes qui provoquent des crises. Donc ce qu'ils nous disent, c'est que les promotions, bon, c'est difficile
à mettre en œuvre parce que finalement la demande est peu élastique. C'est pas parce qu'on baisse les prix qu'on va en vendre beaucoup plus. Et puis que voilà, ce qui est compliqué à gérer également à leur niveau, c'est les périodes de suroffre qui provoquent des baisses de prix et avec cette difficulté à écouler quand même ce surcroît de marchandises, quoi. Éric Testu, c'est bon ça pour les producteurs, un produit qui est difficile à mettre en promotion pour le distributeur? Pourtant, ce n'est pas les promotions qui manquent. Donc vous n'êtes pas tout à fait d'accord là? Ah non, pas tout à fait. Bon. D'accord. Après, il y avait un autre point technique, là, c'était sur l'utilisation de la brumisation par les distributeurs. Bon, là, avec des avis très divergents. Certains y croient pour maintenir la fraîcheur des produits en rayon, d'autres peu. Par contre, sur la question du conditionnement d'emballage, de transport, il y avait quand même un très grand consensus sur l'intérêt des caisses plastiques pour ce produit, quoi. Alors on ne va pas ouvrir le débat, mais enfin quand même une réaction parce qu'on sait que c'est un sujet sensible. Sujet très sensible. Un, sur la propreté du matériel la plupart du temps. C'est assez malheureux, mais c'est comme ça. La gestion du matériel, parce que d'un client à l'autre, vous passez de l'IFCO, vous passez au chef, vous passez à faire. Oui, oui. C'est un casse-tête vraiment énorme, surtout avec les commandes au fil de la journée, au fur et à mesure de la demande. Mais c'est pas étonnant que les professionnels du rayon disent Oui. qu'ils préfèrent la caisse plastique. C'est ce qu'ils disent toute Oui, l'année. oui. Donc là, au moins, c'est cohérent. Oui, oui, ah oui, oui, pour eux, ça a pas mal d'avantages. Je pense aussi, y compris compte tenu de la nature, de l'humidité du produit, bon, la caisse plastique peut être un avantage. Ceci dit, on a vu récemment, il y a quelques mois, une publicité à la télé qui mettait en avant des salades et bizarrement, c'était des caisses en bois. Oui. Bon, oui, oui. on continue. Alors, là-dessus, excusez-moi, Oui. une caisse en bois restitue de l'eau, le plastique ne restitue Oui. rien. Pour la conservation à long terme, je pense que le bois est meilleur. Oui, non, mais ce que je dis bizarrement, c'est que le distributeur qui a fait cette pub, on sait très bien qu'il n'utilisait pas de la caisse cet en bois. emballage, mais Voilà. en termes d'image, Allez, effectivement. on avance. Alors, on a fait donc également des relevés en magasin, auprès d'une centaine de magasins. En tout, un millier de références qui ont été répertoriées. Donc à 2 périodes, avril, mai et novembre, décembre, parce que c'est justement pour voir s'il y avait des grosses différences en matière d'offres. Et finalement, on s'est aperçu que non, pas tellement. Au printemps, on s'aperçoit en gros en moyenne qu'il y a une dizaine de références dans chaque magasin. Donc bon, j'ai listé les principales, mais il n'y a pas trop de surprises. C'est les grandes types de salades les plus consommées. Que Là, on est d'accord, on est hors sachet. Hein. oui, Là, oui, on est là, il s'agit de salades entières Ouais. en rayon fruits et légumes. Que l'origine France dominait largement, c'était 75% des références. Que 50% des références étaient vendues à 1 euro, autour d'1 euro, moins ou un peu au-dessus. Que globalement, de ce qui était observé par les enquêteurs, la qualité était bonne pour 2/3 des références. Et donc ça représentait environ 5 mètres de linéaire par magasin. C'est un bon score, 2/3 de... Bon, on peut dire que compte tenu de la fragilité de ce produit, à mon sens, c'est pas si mal. Parce que c'est vrai que la salade, laissée telle qu'elle dans les conditions habituelles d'un magasin, ça se défraîchit très vite, quoi. Donc ça demande quand même une attention particulière. Éric Testu, vous pensez qu'elle est plutôt bien traitée, globalement, la salade en rayon? Je pense qu'elle pourrait être beaucoup mieux traitée en rayon. Ne serait-ce, mettons, toutes les salades, le cul en l'air, pour pas subir la lumière, première chose. Oui, mais c'est moins joli. Oui, mais Voilà. si vous voulez un produit frais quand vous l'attrapez, c'est quand même autre chose. Derrière ça, comment dire, est-ce que les rayons sont assez renouvelés et à la bonne heure? J'ai entendu dire qu'il y a certains horaires où il y a plus d'achats. Je ne sais Oui. pas si j'ai entendu parler de 16 heures C'est pour une plutôt, clientèle d'âge. effectivement, en semaine, c'est plutôt à partir de 16 heures en fin de journée. Donc, quelle idée de remplir le rayon le matin bonne heure pour 16 heures, Oui, par exemple. c'est vrai. Enfin, des Oui, questions oui, comme non, ça, mais les on unes peut après les toujours autres. mieux faire, ça c'est clair, hein. C'est dommage qu'il y ait un conflit entre le diapo et les décès de bis, parce que je pense qu'avec la salade de la queue en l'air, il aurait pu nous faire quelque chose. Mais bon, on va essayer de trouver une solution. On continue. Voilà. Bon, en hiver, je passe très vite parce que finalement, on s'aperçoit quand même il y avait un peu plus de références par magasin. L'origine France était un peu moins présente là, parce que l'Espagne apparaissait effectivement un peu plus.
mais qu'en termes de prix, on était à peu près dans les mêmes gammes. Et qu'en termes après de perception du rayon et de taille du linéaire, on était aussi à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. Alors je vais passer maintenant à la partie consommateur. Alors avec deux volets. Le premier volet, c'est un bilan des achats des consommateurs à partir d'un panel donc, qui nous permet de suivre les achats de fruits et légumes des consommateurs français. Et il se trouve que sur les salades, on a quand même un certain détail par catégorie de salade qui nous permet d'être un peu plus précis. Donc, dans un premier temps, un bilan sur les 10 dernières années. Vous avez ici sur ce graphique l'évolution du nombre d'acheteurs par variété, pour les principales variétés. Alors, de manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est que on a 80% des ménages qui achètent au moins une fois dans l'année des salades au rayon salade entière. Là, je ne parle pas de la quatrième gamme que j'évoquerai ensuite. Et que, globalement, ce taux d'acheteurs est à peu près stable. Ça représente environ 500 grammes par acte d'achat, à peu près, et 14 actes d'achat dans l'année, ce qui fait, en gros, un achat de 7 kilos par ménage et par an. On a en termes de volume, donc le nombre d'acheteurs est stable, mais en termes de volume, par contre, on voit qu'il y a une petite érosion depuis une dizaine d'années. Alors, si le volume, c'est en quantité ou en poids? Oui, là, ce sont des quantités. Ouais. Là. Si on regarde ce qui se passe pour les principales variétés, qu'est-ce qu'on observe? On voit bon, que les variétés ou les types leaders, c'est toujours en haut la Batavia, la feuille de chêne, mais on voit un léger déclin quand même du nombre d'acheteurs au fil du temps. En rouge en dessous, c'est la laitue. Vous voyez que le déclin est beaucoup plus marqué. Et si je continue dans les salades plutôt en baisse, vous avez également la scarole. Donc chicorée, à un niveau beaucoup plus bas, ils s'en achètent beaucoup moins. Par contre, quelles sont les salades en progrès? Alors, là, on a une difficulté parce que c'est une catégorie qui s'appelle autre salade, que malheureusement, on n'a pas les moyens de détailler actuellement. Il y a les jeunes pousses dedans et tout ça. Voilà, dans laquelle on sait qu'il y a les jeunes pousses et les sucrines en particulier. Et donc, effectivement, on sait que ce sont des marchés en croissance, donc il n'est pas surprenant de les voir progresser comme ça. Et puis, à noter, qui était tout en bas au début de la période et qui est passé maintenant autour de 15% d'acheteurs, l'iceberg, qui était une laitue absolument inconnue ou très peu consommée en France et qui, malgré tout, arrive à se développer un peu, mais qui reste quand même beaucoup loin, très loin des autres types de salades qu'on a l'habitude de consommer. On peut peut-être dire que c'est le côté praticité, là, qui, Éric Testu, vous avez un petit commentaire sur cette évolution des achats par variété? Commentaire, dans l'ensemble, on remarque, enfin, j'ai eu 20, il se parle de 8% de moins de salade sur le frais. Oui. Et 30% de plus, tout ce qui est sucrine, sachet, etc. Oui. C'est à peu près ça, je crois. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, on est dans ces tendances-là, même si les salades classiques, comme on l'a vu, restent quand même encore les principales salades consommées. En même temps, 8%, est-ce qu'on a une comparaison avec une moyenne des légumes, par exemple? Parce que 8% sur la période 2005-2014... Oui, alors c'est un peu, oui, non, mais c'est un peu moins, effectivement, ça a baissé un peu plus que l'ensemble des légumes. Oui, d'accord. Sur les fruits et les légumes en général, on est relativement stable en termes d'évolution. Donc, sur la salade, il y a eu un effet de substitution avec, je vais y venir avec les salades en sachet. D'accord. Mais qui ne compense pas en totalité la baisse observée sur les volumes de salade entière. Ça peut être considéré comme une baisse significative quand même, quoi. Bon, oui, il y a quand même une baisse, effectivement. C'est pas anecdotique. Alors, ça peut s'expliquer, c'est ce que disait Éric Testu tout à l'heure, par le fait qu'effectivement, on achète peut-être moins de salades à 4 ou 500, voire plus, grammes, et plus de petites salades. Donc, en nombre d'achats, on ne perd pas forcément, mais en quantité achetée, on perd, quoi. D'accord. Alors justement, si on en vient aux salades en sachet, bon, ce tableau, je vais en retirer les éléments essentiels. C'était pour montrer le poids respectif du marché de la salade entière et du marché de la salade en sachet. Vous voyez qu'en termes de pénétration, c'est-à-dire le nombre d'acheteurs pour cent, ben, c'est quasiment équivalent. Il y a autant de gens, de ménages qui achètent des salades entières, 80%, que des salades en sachet, 75%.
Par contre, en niveau moyen d'achat, on est quand même encore honnêtement en dessous, puisqu'on est à près de 7 kg, je l'ai dit, pour les salades entières, alors qu'on est un peu plus de 2 kg pour les salades en sachet, avec une précision quand même à apporter, c'est qu'en principe, dans la salade en sachet, c'est toute la matière utile. Alors que la salade entière, bon, on en trie. Et c'est vrai que si on fait le ratio, quand on connaît les ratios de matière utile en fabrication de 4e gamme, on peut quasiment multiplier pas par 2, mais pas loin, quoi. Donc ça montre qu'en termes d'équivalent salade entière, finalement, ces deux marchés ne sont pas aussi éloignés de ça, l'un de l'autre. Après, le nombre d'actes d'achat, bon, on voit qu'il y en a 14 pour les salades entières, mais 10 pour les salades en sachet. Et qu'en termes de quantité achetée moyenne, c'est 500 grammes, je l'avais dit, pour les salades entières, et 230 grammes pour les salades en sachet, qui correspond à peu près au poids moyen d'un sachet, quoi. En termes de prix, évidemment, il y a un écart important. Hein. C'est ramené au kilo, ici, 2,5 kg. 2,5 euros. Voilà, de 5 euros le kilo, pardon, oui, pour la salade entière. Donc, on va dire c'est peut-être 1 euro pièce en moyenne. Et près de 8 euros pour la salade en sachet. Donc, voilà, ça permet de préciser quelles sont la part respective de ces deux marchés. Si j'en viens maintenant aux parts de marché des principales espèces, types de salades cultivées, alors là, de nouveau, je parle des salades entières. Donc, bon, voilà, on voit que la Batavia reste toujours en tête, mais on baisse un peu. On est quand même encore à 30% de part de marché. La feuille de chêne s'érode légèrement, mais est à 20%. Les autres salades, j'en ai parlé, hein, c'est 17% maintenant, dans laquelle il y a beaucoup de sucrines et aussi des jeunes pousses. Les laitues également sont en baisse et l'iceberg en progression, mais ça n'est que 5% des achats. Pour ce qui est des chicorées, on est voilà, des petites parts de marché, mais qui sont à peu près stables. Un petit focus maintenant sur les répartitions des achats par circuit. Donc, globalement, c'est en bas, vous voyez en bleu et les hypermarchés, en rouge les supermarchés. Ce sont quand même globalement les lieux de vente les plus dominants, même pour la salade, puisqu'ils représentent en gros 50% de part de marché. Si on y rajoute le hard discount, on arrive à 60-65% de part de marché en tout. Pour les les supermarchés, on voit qu'ils ont à peu près le même taux de présence, quels que soient les types de salades. Par contre, pour les autres circuits, on voit des différences. Par exemple, en hard discount, ce que j'ai appelé les autres salades ont un poids beaucoup plus important, c'est la partie verte. C'est le cas également de l'iceberg et aussi de la romaine. Bon, en fait, ce sont plutôt des salades qui, globalement, sont plutôt préemballées, comme ça a été dit tout à l'heure. Et on sait que bon, le hard discount est un circuit qui privilégie le mode de vente préemballé. En revanche, les marchés, les circuits spécialisés sont beaucoup plus présents que la moyenne sur les chicorées, par exemple, qui sont des variétés ou des espèces plus traditionnelles. J'ai mis un petit focus sur le commerce online pour dire simplement qu'il est encore très présent. C'est moins d'1% des ventes. Il est globalement très peu présent. Alors l'online, oui, c'est le drive en particulier. Hein. On fait sa commande sur Internet, on va chercher avec sa voiture sa commande. Il est globalement très peu présent dans les fruits et légumes hein, et dans les produits frais en général. Les gens préfèrent choisir plutôt sur pièces que sur catalogue, et encore plus sur la salade. Alors on passe à la 4e gamme. Oui, voilà. Alors pour ce qui est de la 4e gamme, quelques éléments. Donc pour redonner une idée de l'importance du marché, c'était 220 millions de sachets en 2014. Hein. Bon, actuellement, on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. Le marché a relativement peu évolué. Alors, c'est un marché qui avait fortement progressé à une période. C'est vrai que maintenant,
je dirais qu'il progresse moins en termes de volume. Je pense que c'est, comme on l'a dit, en partie lié au fait que la gamme proposée a évolué avec des conditionnements plus petits, une grande diversité. Donc je pense qu'il s'est, à la fois en volume, il a peut-être moins progressé, mais il s'est mieux valorisé aussi. C'est 11 sachets achetés chaque année en moyenne, avec un prix moyen du sachet de 1,06 €. Alors on distingue deux grandes catégories de salades de 4e gamme, les sachets en monovariété et les sachets en salade mélangée. Alors, rapidement, quelques éléments de chiffrage. Il y a 60% d'acheteurs de salades en mono-variétales. Alors, avec ce qu'on appelle les basiques, qui sont les grandes types de salades classiques, et puis les plus spécifiques, avec des petites, entre guillemets, salades. Dans le basique, bon, vous voyez que c'est la laitue, le cœur de laitue, plus exactement, qui est toujours le plus fréquemment acheté. Devant l'iceberg, qui est assez bien positionné. Après, les autres types de salades viennent un peu derrière, comme la feuille de chêne, mais qui est plutôt en progression. Les chicorées, par contre, et la batavia sont un peu en recul. Dans des variétés plus spécifiques, c'est quand même la mâche qui reste leader, assez nettement, de ce segment. Mais la roquette commence à percer, avec 10% d'acheteurs, donc à signaler. Bon, l'épinard qui progresse aussi, mais ça reste très modeste, 2% d'acheteurs à ce jour. Donc ça reste encore un marché assez étroit. Pour ce qui est des salades en sachet, alors là, il y a une grande évolution, parce que c'est vrai que si on se souvient de l'origine de la 4e gamme, c'était essentiellement des salades résistantes, parce que aux différents traitements qu'on leur faisait subir, de lavage, essorage, etc. Donc c'était des chicorées. Après, on a évolué. Maintenant, on trouve toute une gamme de mélanges de salades, y compris avec des salades fragiles, type jeune pousse. Et donc, globalement, les mélanges basiques, et donc croquants, notamment de chicorée, bon, on voit que c'est en perte de vitesse. Par contre, voilà, les mélanges dits gourmands qui associent des salades à feuilles tendres sont plutôt en progression. Quant aux jeunes pousses, vous voyez en dessous, dans ce que j'appelle les mélanges spécifiques, on a une forte progression également, ainsi que les mélanges à base de mâche. Bon, là, je vais passer rapidement. Alors, quelques éléments sur le prix, le prix moyen des sachets de salade. Voilà, par ordre décroissant, vous voyez que dans les salades monovariétales, alors c'est quand même lié, il faut le dire, au poids moyen des sachets quand même, qui sont plus élevés effectivement quand il s'agit de frisés, par exemple. Donc frisé épinard en tête. Par contre, l'iceberg en général est le prix moyen le plus faible. Et en ce qui concerne les salades mélangées, ce sont les mélanges croquants, donc les mélanges à base de chicorée qui souvent constituent l'offre premier prix en matière de salade en sachet, qui ont les prix les plus faibles. Est-ce qu'on sait vraiment si le consommateur regarde le prix ou si c'est pratique et hop, on prend un sachet et puis... Bon, je pense que oui. Alors, je pense que certaines, on l'a vu maintenant quand même, les salades en sachet ne sont plus réservées à une minorité, mais intéressent tous les consommateurs. Donc, je pense qu'il y a des consommateurs qui sont attentifs au prix, mais il y en a d'autres effectivement qui recherchent plutôt un mélange spécifique ou une qualité particulière et qui seront moins attentifs au prix, tout à fait. Alors, avant de passer aux perceptions et attentes des consommateurs, Éric Testius, sur ce volet salade sachet qui est votre concurrent direct, vous avez un petit commentaire à faire? Concurrent direct, c'est aussi un client, parce qu'on fournit à la 4e gamme. Oui, bien sûr. Réaliste, il faut des salades. Et l'histoire du prix du sachet, je pense qu'ils ne regardent pas, surtout en salade mélangée. Ils ont plusieurs couleurs dans l'assiette sans s'occuper d'aller acheter 4 salades différentes avec un déchet phénoménal. Donc c'est le côté pratique qui l'emporte. Ouais. Oui, je pense aussi. Allez, alors justement, c'est une question qu'on a abordée en réunissant 3 groupes de consommateurs pour les interroger alors, sur la salade. Ce tablier, il vient d'où là? Keep Calm and Eat Salad alors, oui, alors en fait, ça, il faudrait que je pose la question à mon collègue. Bon.
C'était pas la question à pas poser. Oui, c'est peut-être quelque chose d'anglais, mais je lui poserai la question. Alors, on a fait 3 groupes de consommateurs, dont un à Paris avec plutôt des jeunes qui étaient suracheteurs de salades en sachet plutôt que des salades entières. À Lille, où alors on avait plutôt des gens qui avaient des jardins potagers et qui étaient plutôt sous-acheteurs de salades. Et puis à Marseille, où des consommateurs d'âge mûr qui étaient plutôt suracheteurs en général de salades. Donc on les a interrogés à la fois sur leur perception des salades, sur leur pratique d'achat et la façon dont ils les préparaient. Alors de manière générale, en termes d'image, comme les légumes, hein, effectivement, on associe à la salade une image de produits bons pour la santé, qui permet de contrebalancer les excès alimentaires qu'on pourrait faire par ailleurs. Donc cette image de naturalité et de diététique va tout à fait bien avec la salade. Ce qu'ils mettent en avant également, c'est cette diversité de gamme et toutes les associations qu'elle permet. En fait, le fait que la salade s'accommode avec tout un tas de plats différents et va avec tout, on va dire, pratiquement. Donc, une forte image consensuelle sur l'image de ce produit, quoi. Alors, bon, ce que les consommateurs également ont observé, c'est que bon, cet univers, il a quand même beaucoup évolué, et notamment avec une gamme qui s'est étendue, diversifiée, avec des goûts, des textures, des couleurs, des formes différentes. Plus si on y rajoute la 4e gamme, voilà, qui vient enrichir donc une gamme quand même très large. Voilà, certains même ont comparé ça avec la gamme des fromages en disant oui, il y a quand même une très grande diversité. Alors la contrepartie de ça, c'est que quand on leur demande d'essayer de les classer par famille, ils ont un peu des difficultés, quoi. Quels critères prendre? La forme, la couleur, la texture. Nous, les classifications que nous faisons en tant que professionnels, qui correspondent à des familles botaniques, échappent souvent aux consommateurs, ou en tout cas aux plus jeunes. Donc ils ont parfois un peu de mal à s'y retrouver en termes de classification. Éric Testu, c'est positif, mais à la fois, ça reste un produit... la fonction d'accompagnement qui vient en premier, ça veut dire que ça reste un produit... second, c'est pas un produit premier. Est-ce que c'est pas un peu embêtant pour le développement, et c'est peut-être ça qui explique aussi que la consommation est en régression? Je pense qu'on a un gros problème de communication sur la salade, parce qu'on a la chance d'avoir un produit très riche en vitamines, de qualité nutritive, en goût. Vous avez le goût craquant d'une batavia, vous avez un goût fleuri d'une feuille de chêne. Les gens ne savent, en gros, ne s'y intéressent pas, on ne leur en parle pas. La gamme qu'on dit vieillissante, parce qu'on a feuilles blondes, batavia, laitue, c'est la même depuis quelques années, mais malgré tout, c'est une gamme. Donc, elle sert d'accompagnement, ça c'est un point. Mais si vous partez en expliquant, alors vous partez mettons sur le fouisé au lardon, vous partez sur une feuille de chêne à l'anchois, enfin vous pouvez trouver pour en faire quasi des plats principaux, quoi. Mais on peut manger une salade aussi, voilà, avec juste une vinaigrette. Ouais. Oui, effectivement, dans un contexte aussi, on montre du doigt l'alimentation carnée. Bon, je dirais que la salade, au contraire, elle a un positionnement plutôt vertueux de ce point de vue-là. Et comme le disait Éric Testu, et ça, ils nous l'ont signalé, les consommateurs, effectivement, on peut faire des plats spécifiques avec des types de salades qui s'accommodent différemment avec tel ou tel type d'ingrédients, quoi, hein. Alors là, c'est la vision des consommateurs sur les variétés qu'on va voir maintenant. Oui, voilà, sur les principales variétés. Ouais. Donc, en ce qui concerne la laitue, c'est l'incontournable pour du rayon salade. On a vu quand même qu'elle était un peu en régression malgré tout, mais c'est l'incontournable, c'est la basique. Alors, basique, des fois, ça peut être un peu négatif au sens, on parle de salade passe-partout. Pour eux, c'est une variété ancrée dans la tradition. Alors effectivement, on le sait, hein,
On lui reproche parfois sa texture molle, voilà. Mais bon, avec un cœur croquant quand même, hein, c'est l'intérêt et puis de cette dualité. Mais bon, il y a également l'importance de sa taille. Après, ils nous ont parlé des chicorées. Alors d'abord la frisée, donc ils ont mis en avant l'originalité, hein, son caractère gourmand, du goût prononcé, le fait que c'est un peu ce caractère bicolore, à la fois blanc et vert. Intéressante aussi pour certaines préparations, hein, on l'a dit. Donc voilà, une image relativement bien ancrée. On a vu effectivement que sa part de marché n'est pas énorme, mais elle est à peu près stable. Par contre, la Scarole est un peu en perte de vitesse. Et effectivement, dans l'esprit des consommateurs, elle est moins bien caractérisée. Hein, donc, bon, moins connue que la frisée. Moins identifiable. Bon, ils nous ont. Alors, bon, effectivement, j'aurais dû mettre la Batavia après la laitue, puisqu'on est dans la même famille des laitues. Donc, bon, la Batavia est quand même assimilée un peu à la laitue, très proche. Hein. Fait partie de cet univers laitue Batavia feuille de chêne, qui est l'univers dominant, hein, on l'a vu. Donc là aussi, à ancrer dans la tradition. Mais bon, avec cet avantage par rapport à la laitue, d'être plus consistante et plus craquante. Alors pour ce qui est de la sucrine, donc variété qui est en train de progresser, hein, qui se vend dans Flopac par 3. Donc ça c'est une nouvelle variété qui séduit surtout les jeunes, hein, les jeunes consommateurs en ont beaucoup parlé. Donc qui mettent en avant sa taille, elle n'est pas trop grosse, rapidité de préparation, facilement facile à préparer donc, et qui l'ont assimilé d'une certaine manière un peu à l'univers de l'endive. Bon, même si le goût est quand même très différent, il n'est pas aussi amer que celui d'une endive, bien sûr, quoi. Et ils ont aussi assez bien identifié que ce qu'ils trouvaient dans le commerce, c'était des variétés, des sucrines espagnoles. Hein. Donc voilà, et ils se posaient la question de pourquoi on n'en trouve pas des françaises. Voilà. Eric Guestu, alors pourquoi on en a pas? À cette question, on a étudié, ne vous inquiétez pas. Le gros souci qui intéresse les jeunes, les 3 sucrines en moyenne à 0,99 en rayon. Oui, c'est ça, oui. Il faut être clair. Pour faire pousser une salade à moins de 0,35, 0,40, on n'est pas capable. Là, l'éplucher et la mettre en sachet et tout, il nous faudrait au minimum 0,60 la pièce. Est-ce que le jeune consommateur est prêt à payer 1,80 € ouais. Au producteur. Après, vous avez toutes les marges de transport. Attention. Vous pensez que c'est le prix, c'est pas le côté... Quand on voit quand même sur la diapo actuellement, on a 3 énormes salades où il faut être une famille de 5-6 personnes pour la consommer. Et puis on a un petit truc après où j'en achète 3, mais je peux en mettre 2 au frigo et manger la 3e. Vous pensez qu'il n'y a que le prix qui est dissuasif? Alors, vous avez le côté conservation, oui, parce qu'elle ne bouge pas au frigo. Oui, ça c'est clair. Pour ça, oui. Et la personne qui achète une salade qui fait 450 grammes, il jette les grandes feuilles, il en jette la moitié, oui. La sucrine, il enlève un coup de couteau pour lever l'oxydation au calos. Oui, oui. Dans sa tête, il n'a rien perdu. Voilà. Et donc, c'est qu'une question de... Il faut éduquer le consommateur. Pourquoi une feuille de chêne blonde, on mange toutes les feuilles, et une laitue, on en jette la moitié. Ouais. Elles sont toutes aussi bonnes. Pourquoi? C'est comme ça, mais c'est ancestral. On ne sait pas pourquoi. Alors peut-être la laitue, effectivement, les feuilles externes, bon, on leur reproche parfois d'être molles, donc ça peut être ce qui fait que les gens les éliminent aussi. Hein, voilà. Il faut en laisser un peu pour les limaces, sinon... Allez, on continue. Alors, donc sur des variétés moins fréquentes, mais bon, qui se développent, on l'a vu. Bon, la roquette, donc là aussi, elle a été mise en avant pour son originalité, donc avec un aspect, un goût, une odeur très particulière. Le fait qu'elle ait des feuilles dentelées, qui la rapproche un peu, en tout cas visuellement, du pissenlit, lui font que les consommateurs ont l'impression quasiment de manger un produit de cueillette, quoi. Et voilà, elle se marie très bien avec certains plats. Donc la roquette, voilà, une très bonne image. Mais effectivement, elle a des caractéristiques très typées qui fait qu'elle n'est pas forcément entièrement consensuelle non plus.
L'iceberg, donc on a vu que sa consommation progressait. Alors, il faut reconnaître là dans les groupes, la majorité des consommateurs la connaissaient de nom, mais ne l'avaient pas acheté, quoi, hein. Voilà. Et, ceci dit, pour ceux qui la connaissent, sa blancheur et son croquant est apprécié des consommateurs. Bon, ils avaient des questions sur son appartenance à l'univers salade. Ça ressemble plutôt à un chou. La commercialisation sous cellophane ne leur posait pas de problème particulier. En même temps, du coup, ça, je vais y revenir, ça posait toujours cette question de la frontière entre l'univers de la 4e gamme et de l'univers de la première gamme emballée. Oui. Et notamment sur la question qui est toujours... qui revient systématiquement lorsqu'on parle de la salade aux consommateurs, c'est quand est-ce que je dois laver, quand est-ce que je n'ai pas besoin de laver. Voilà. Et enfin la mâche, alors qui a été vraiment identifiée comme la salade un peu haut de gamme, qualitative. Voilà, en tout cas extrêmement appréciée et mise en avant. Bon, même si il y a quelques inconvénients, notamment sur la salade, la mâche première gamme, hein, la nécessité de la laver, des feuilles collantes, etc. Voilà pour les gammes. Donc globalement, je dirais qu'en termes d'image, on a d'un côté un univers des variétés traditionnelles qui ancre la salade vraiment dans une consommation de légumes rassurante, je dirais, parce qu'elle fait référence à la nature, à la fraîcheur, à la proximité de la production et du consommateur. Donc ça, c'est plutôt positif. Et puis à côté, des innovations qui sont portées par des nouvelles variétés, des jeunes pousses, des tues à couper, mais sur lesquelles, effectivement, surgissent des questions, des interrogations sur les modes de production. Par exemple, ces sucrines, parce que, bon, effectivement, les consommateurs ne font pas du tout le lien entre la salade au champ et ce qu'ils trouvent dans le magasin. Et on sait que, par exemple, sur la sucrine, ça n'a rien à voir, quoi, hein, puisqu'on garde vraiment que l'intérieur, quoi. Et donc, il se pose des questions, d'où ça vient, comment c'est fait, est-ce que c'est le résultat de manipulations techniques, etc. Alors finalement, on retrouve le côté schizophrénique du consommateur partout, voilà. C'est-à-dire qu'il dit qu'il préfère ce qui est ancien, mais il achète ce qui est moderne, sur lequel il a des doutes. Exactement, c'est tout à fait bien résumé. Merci. Et pour terminer, la vision des consommateurs sur les rayons, donc globalement, effectivement, ils ont plutôt mis en avant, je dirais, une certaine satisfaction sur la présentation au rayon. Bon, le rayon de salade, effectivement, avec sa diversité de formes, de couleurs, c'est quelque chose qui est extrêmement apprécié. Et d'ailleurs, on avait observé ça déjà dans le passé. C'est vrai qu'on parlait des salades en pochon, notamment. Et il y avait quand même un frein, c'est-à-dire que des empilements de pochons étaient perçu un peu négativement par les consommateurs, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, la salade est quand même un témoin de la fraîcheur du rayon fruits et légumes. Donc plutôt une bonne perception sur l'offre en général. Après, bon, là où il y avait des avis divergents, c'est est-ce que c'est intéressant d'avoir de la brumisation sur les rayons, hein, surtout que bon, certains consommateurs s'interrogent sur ce qu'on brumise sur les produits, ne sont pas forcément persuadés que ça n'est que de la vapeur d'eau. Voilà. Et pour ce qui concerne la 4e gamme, et j'en terminerai par là, bon, ce qui fait consensus, et on l'a dit tout à l'heure, c'est le dépannage, la praticité, la rapidité de préparation. Après, bon, il y a des avis divergents. Certains ne sont pas forcément convaincus que la 4e gamme a permis de diversifier la gamme, de proposer des innovations en termes de présentation. Certains non plus ne sont pas persuadés que ça permette véritablement de réduire les déchets. Bon, là aussi, il y a une relation entre la taille du ménage et les quantités achetées. La gestion des DLC, des dates limites de consommation aussi, pose parfois problème. Voilà. Et puis, bon, même si on l'a vu que la 4e gamme devient de plus en plus consensuelle, il y a encore toujours un certain nombre d'irréductibles qui sont rebutés par le caractère technique du produit et bon,
donc qu'ils considèrent comme moins authentiques, ayant moins de goût, de qualité que la salade entière, quoi. Voilà. Merci Christian Hutin. Est-ce qu'on peut enlever les diapos, revenir au plateau et on va conclure? Mais je me disais que si pendant la conclusion il y avait 2-3 bises à mettre, à nous montrer, si elles ont été réalisées. Éric Testu, quel est le bilan général que vous faites de cette étude? Je pense qu'il faudrait essayer d'élargir la gamme. Élargir la gamme. Et je dirais, on a déjà fait une réunion, on va en parler, le groupe qu'on a créé avec les semenciers, essayer de trouver un produit qui reste plus frais en rayon. C'est là, je dirais, c'est les deux choses les plus importantes. L'autre souci qui transparaît, vous voulez réagir à ce point? Oui, non, mais je partage tout à fait, surtout que bon, on le voit faire améliorer les choses du côté je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est un produit extrêmement frais, donc qui nécessite un soin particulier en rayon. Et bon, on le sait que l'évolution du mode de gestion des rayons dans la grande distribution sont ce qu'ils sont. Et c'est vrai que si on peut améliorer cette question-là en amont, ça sera un atout, à mon avis, quoi, hein. Éric Testu, l'autre point, et puis on va en conclure là-dessus, l'autre point qu'on a relevé, c'est un souci, un problème, un manque de communication sur ce produit salade. C'est pas le secteur le plus organisé de la production des fruits et légumes dans ce pays. Comment essayer d'avoir une communication générique sur la salade? Pour avoir une communication, il faudrait d'abord se rassembler la production, arriver à faire quelque chose. Bon, il y a un début d'une organisation, je dirais, c'est un tout petit début, voir si on peut le développer. Ensuite, il faut qu'on s'adapte, je dirais, aussi à la nouvelle clientèle, c'est-à-dire beaucoup, comme je disais, couple monoparental, etc. Des grosses salades, une laitue de 450 grammes, je suis désolé, c'est dépassé. Il faudrait retourner à un produit qui serait beaucoup plus frais, beaucoup plus jeune, dans les 350 grammes, qui tient bien la route. Et du coup, la personne n'a plus l'impression de gaspiller, et je le dis gentiment, et du coup, elle en achètera deux. Bien. Bien, merci Éric Testu, merci Christian Hutin. Dans quelques minutes, le deuxième débat sur la salade qui sera consacré au bilan de campagne salade d'hiver sur les anticipations de la production. Éric Testu, vous restez. Christian Hutin, vous pouvez rester dans les parages. Merci à tous et quant à moi, je vous retrouve demain. Au revoir.